Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces dédié ce soir à l'Alaska, le pays donc des grizzlies. Comme vous le voyez si bien sur cette photo, nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire, pour cette nouvelle présentation. Alors, comme d'habitude, je vais laisser quelques minutes pour introduire doucement afin que tout le monde puisse se connecter à temps sur l'événement. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Donc, vous avez la petite barre de chat en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez nous y poser toutes les questions auxquelles nous reviendrons à la fin de cette présentation avec nos intervenants. Donc, ce soir, l'Alaska, un pays immense qui couvre 3 fois la superficie de la France, que nous vous invitons à découvrir avec nous. Il se divise, ce pays, en une très belle et riche côte de sa faune, en Bouche, qui est le pays des trappeurs et des pionniers, et en Grand Nord, évidemment. Donc, ce voyage, mieux qu'un autre, pourra vous familiariser avec cet état riche de pétrole et d'or, mais aussi de grands espaces, de hautes montagnes et une faune plutôt abondante. Avec nous ce soir pour vous parler de l'Alaska, 2 intervenants que vous connaissez bien, sans doute. Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, qui parcourt l'Arctique depuis maintenant plus de 50 ans, d'abord en tant qu'explorateur et scientifique, puis en tant que chef d'expédition lors de croisières polaires. Auteur de nombreux ouvrages polaires qui font autorité aujourd'hui dans le milieu. Et puis avec nous également Marie Pelé, notre responsable des opérations polaires, biologiste de formation et qui travaille donc dans les régions polaires depuis un certain temps, depuis 2009 maintenant. Écoutez, je vais laisser la parole désormais à nos intervenants, à Marie, dans un premier temps, qui va vous présenter ce pays magnifique. Merci Laureline et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, souvent c'est sur les bateaux que je vous retrouve, mais je suis ravie de vous avoir du coup en direct pour vous parler de cette destination qu'est l'Alaska, dont on ne me parle finalement que peu souvent au sein de Grands Espaces. Donc, il est temps de corriger et de vous en parler ce soir. Donc l'Alaska, c'est vrai que c'est un territoire qui fait partie de notre imaginaire collectif, en tout cas en tant que jeunes Français dans notre enfance. On a tous lu Pilote, enfin on a toujours Pilote d'Alaska ou encore via Jack London. Alors même si Jack London, les histoires se passent plus sur le côté Yukon, Canada, mais on associe souvent ces auteurs à ce territoire de l'Alaska. Et dans notre imaginaire, on pense à l'Alaska comme un territoire très loin, en Arctique, comme l'a dit Laureline avec la ruée vers l'or, etc. Et en fait, qu'en est-il réellement? Donc l'Alaska, c'est un territoire, c'est un État des États-Unis. Donc c'est le 49e État des États-Unis. Merci pour voilà sur la petite carte. Donc je vous l'ai mis sur en haut à gauche. Vous voyez en rouge, c'est l'État d'Alaska par rapport aux États-Unis. Et il y a plusieurs caractéristiques avec cet État. Mais la première, c'est qu'il n'est pas relié aux autres États. Il n'a aucune frontière commune avec les autres États des États-Unis. Donc c'est la caractéristique qu'il a avec Hawaï. Et donc il est totalement isolé du reste du pays. Donc comme l'a dit Laureline, c'est un État qui fait environ, on va arrondir, 2 millions de kilomètres carrés. Et comme elle l'a dit, c'est à peu près 3 fois la superficie de la France. Et en comparaison, donc, on va vous parler des habitants. Donc c'est pas un chiffre à retenir, mais on compte en 2023 750 000 habitants en Alaska. Et en comparaison avec la France, où on a nos 68 millions d'habitants, donc il y a un rapport x 100. Il y a à peu près, en fait, 100 fois moins
d'habitants en Alaska pour une superficie de 3 fois plus grande. Donc, c'est vous dire, amateurs des grands espaces que vous êtes, je pense que vous êtes bienvenus en Alaska. Par contre, c'est quand même un État qui attire les touristes, puisque d'une manière globale, il y a à peu près, sur l'année dernière, il y avait à peu près 2 millions de touristes, dont à peu près un petit peu moins que la moitié qui sont des croisiéristes. On y reviendra, on reviendra là-dessus. Alors, c'est également une autre caractéristique, c'est que c'est le plus grand État des États-Unis et également le moins peuplé et également le plus septentrional, donc situé le plus au nord. Et si vous regardez sur la carte qui est à l'écran, on voit qu'il est d'ailleurs traversé par le cercle arctique. Donc, c'est ce petit trait en pointillé que je pense vous connaissez si vous êtes déjà venu voyager sur nos voyages. En général, nos voyages se trouvent en général au-delà du cercle arctique. On vous en a déjà parlé, vous avez dû le passer. Donc, je ne reviens pas sur la définition de ce cercle arctique. Pardon. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est finalement assez au nord de l'Alaska. C'est-à-dire que ce n'est pas un territoire qui est situé en Arctique. Si on est puriste, il n'est pas situé purement en Arctique. Il y a à peu près 2/3 de l'Alaska qui est bien sous le cercle arctique. Donc, dans notre imaginaire où on se dit territoire de l'Arctique, ben, c'est peut-être pas tout à fait un territoire couvert de glace comme on se l'imagine. Donc, quoi d'autre on va passer à la diapositive suivante. On peut voir justement sur cette diapositive, en fait, on voit les différents territoires de l'Alaska. Donc, du coup, on va avoir cette partie en violette qui est appelée le passage intérieur en français et qui va vraiment être cette partie de l'Alaska complètement coincée entre l'océan Pacifique et le Canada. Donc, c'est ici qu'est située la capitale qui est Juneau. Et donc, Juneau est complètement prise en sandwich comme ça entre le Pacifique et le Canada. Puis après, on remonte. Donc, ce passage intérieur est une voie de navigation qui permet d'être complètement à l'abri de la haute mer. Et on peut le remonter comme ça à travers ce passage intérieur. On va pouvoir remonter presque 900 km de côte. Et c'est également un endroit fabuleux pour la navigation et la découverte de l'Alaska. Le passage intérieur, on a eu il y a quelques années des croisières dans le passage intérieur et on va, Christian en parlera, mais on aimerait remettre ces croisières au programme et c'est vraiment un itinéraire qui va à travers la forêt comme ça nous amener sur ces 900 km de côte. Ensuite, nous remontons, donc on a dans de la partie centrale et on va arriver sur le golfe d'Alaska. Puis après, on a une partie qui est vraiment intérieure et donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver avec notamment le Denali. Donc le Denali qui est alors peut-être qu'on peut passer la diapositive après. Le Denali, c'est donc le point culminant de l'Amérique du Nord. Attention, c'est pas le point culminant de l'Amérique, mais de l'Amérique du Nord, donc très très connu des alpinistes, notamment ceux qui font ce qu'on appelle les Seven Summits, les 7 plus hauts sommets les 7 plus hauts sommets et le sommet le plus haut de chaque continent. Et donc le Denali fait partie de ces sommets vraiment prisés des alpinistes. Il culmine à 6190 mètres
Et pour autant, même s'il n'est pas le point culminant de l'Amérique, il reste quand même une montagne extrêmement technique, donc extrêmement difficile à gravir. Alors, pour revenir juste sur notre diapositive juste avant, Laureline, je suis désolée. Voilà, donc dans cette partie intérieure, ça va être vraiment les hautes montagnes, avec évidemment le Denali qui règne en maître sur cette zone intérieure. Ensuite, on a la partie ouest, alors qui s'étend comme ça, avec tout un arc qui est l'arc des Aléoutiennes. Donc ça, c'est vraiment la partie très feu, je vais dire, de l'Alaska, avec énormément de volcans, et c'est toute la zone, alors pour parler au niveau géographique, c'est toute la zone de subduction. C'est à cet endroit-là que le Pacifique va passer sous la plaque continentale, et du coup, il en résulte un arc très très volcanique avec les Aléoutiennes. Et les Aléoutiennes, donc, elles vont vraiment rejoindre comme ça le Kamchatka, puisque finalement, quand on est en Alaska, on est quelque part à 2 pas de la Russie. On en parlera après également. Mais donc, elle va pointiller comme ça entre le Kamchatka et l'Alaska, cet arc des Aléoutiennes, et elle va aussi également faire frontière entre le Pacifique, qui va être au sud, et la mer de Bering, qui va du coup être juste au nord des Aléoutiennes. Et ensuite, on a le Grand Nord, qui est effectivement une grande partie de l'Alaska, mais qui est traversé par le cercle arctique, et puis qui va après faire frontière avec le Canada, tout ce qui est territoire du Nord au niveau du Canada. Et donc, dans ce territoire du Nord, effectivement, c'est l'Arctique, la toundra, le pergélisol, donc le sol gelé en permanence. Tout ça, on va le retrouver très, très, très au nord. Et évidemment, du coup, qui dit Arctique, ça va être aussi le territoire à ce moment-là de l'ours blanc. Ce qu'on ne va pas retrouver, par exemple, au niveau de l'Alaska central, ou voire de l'Inside Passage, le passage intérieur étant davantage des forêts, plutôt avec des ours noirs, des grizzlies. L'Alaska du centre, ça va être beaucoup de fameux ours bruns qu'on va retrouver dans les parcs nationaux très connus comme Katmai. Et donc, comme ça, en Alaska, on va retrouver, je ne m'attarde pas sur les ours parce que je sais que Christian, c'est quand même son animal favori, mais on va retrouver quand même 3 espèces, sur les 8 espèces d'ours, on va retrouver 3 espèces d'ours en Alaska. Mais il n'y a pas que les ours, finalement, dans la vie. Donc, en Alaska, on va avoir 9 parcs nationaux. Donc, de même, ce que je vous disais, c'est vraiment des grandes étendues. 9 parcs nationaux, dont 7 des plus grands parcs nationaux des États-Unis se retrouvent en Alaska. Donc, c'est vraiment un territoire de très sauvage, et avec une nature très, très, très forte. Au niveau un petit peu de l'histoire, je rentrerai pas trop dans le détail, mais on retrouve les premières colonisations, les premières traces de colonisation vérifiées, disons, datent d'il y a 14 000 ans. Alors là, pour faire un petit lien, parce que 14 000 ans, ça ne parle pas forcément, la grotte de Lascaux, c'est 17 000 ans en France. Donc, on est à peu près dans ces eaux-là. C'est pour vous situer à peu près. Donc, il va y avoir plusieurs vagues de colonisation comme ça, qui sont évidemment venues à une époque où le niveau de la mer était plus bas, et les vagues de colonisation vont venir de l'ouest, donc du territoire asiatique, russe, etc. Et on va avoir plusieurs vagues de colonisation. Et de nos jours, donc, ce sont encore ce qu'on appelle soit les Inuits, soit les Premières Nations. Et il y a certains peuples, disons, autochtones qui, comme ça, habitent en Alaska.
Et puis après, il va y avoir la vague, évidemment, entre guillemets, occidentale. Et c'est Vitus Bering, donc qui était un Danois, mais au service de l'Empire russe, qui va découvrir l'Alaska. Donc l'Alaska va être russe. Et évidemment, quand il donc c'est tout un périple et toute une grande épopée, celle de Vitus Bering et de Steller, etc. Et quand il découvre l'Alaska, évidemment, avec tout ce qui s'est passé un petit peu ailleurs, partout sur la planète, ce qui va intéresser notamment les Russes, c'est l'exploitation de la loutre. Donc, Laureline, si tu veux, on va passer de... Voilà, ça c'est le la loutre de mer, dont les fourrures vont être extrêmement prisées, entre autres, puisque en fait ils vont exploiter à peu près toute la faune, tout ce qui peut être exploité va être exploité, et la loutre jusqu'à quasi extermination. Et donc là on est en 1741 au moment où Vitus Bering découvre l'Alaska. Une dizaine d'années plus tard, donc on exploite les fourrures jusqu'à épuisement, les animaux jusqu'à épuisement. Et une centaine d'années plus tard, 1867, l'Alaska va être rachetée du coup aux Russes par du coup les États-Unis. Et à ce moment-là, la Russie ne s'intéresse plus à l'Alaska. Donc, elle va la céder comme ça aux États-Unis. De nos jours, oui, donc c'est en 1959 que l'État d'Alaska va être vraiment promu, que l'Alaska deviendra un État. Et moins d'une dizaine d'années après, on va découvrir les premiers gisements de pétrole. Donc les premiers, c'est avant les années 70, 1968, on découvre la présence de pétrole en Alaska. Et donc, de nos jours, ça reste quand même un État où il y a énormément de gisements de pétrole, énormément de réserves de pétrole. Je pense que Christian reviendra peut-être sur ce sujet qui maîtrise davantage. Mais l'Alaska s'articule maintenant entre exploitation, protection de l'environnement. On a quand même autorisé l'exploitation de pétrole dans des réserves naturelles et vraiment au sein de zones protégées. Donc ça reste quand même un sujet d'actualité, en plus des menaces qui pèsent en général sur l'Arctique, avec le réchauffement climatique, et de même, je pense que Christian reviendra là-dessus. Donc ça, c'était une première présentation de l'Alaska, et puis je laisse Christian continuer sur nos voyages plus spécifiquement. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci Laureline, merci Marie. Mon but effectivement va être de cadrer l'Alaska, de cadrer nos voyages 2024 et 2025, et puis ensuite de décrire, je dirais, avec un cheminement, puisque j'ai fait beaucoup de voyages en Alaska, le voyage que nous allons réaliser, que nous avons déjà réalisé et que nous réaliserons encore au gré des années à venir en Alaska. Marie a rappelé effectivement les souvenirs d'enfance, je dirais même, et c'est vrai qu'il y a 60 ans, je dévorais dans la bibliothèque verte les récits de Jack London, c'est sûr, qui a sa maison à Dawson City, mais surtout de James Oliver Curwood, qui a écrit Chasseur de loups en Alaska, Chasseur d'ours en Alaska, Barry Chien-loup, Le Grizzly, etc. Et c'est certainement ce qui m'a donné envie, quand j'ai pu commencer à voyager,
Donc, j'avais à ce moment-là 24 ans, que je suis allé pour la première fois en Alaska, en passant 3 mois en Alaska, de Point Barrow, tout à fait au nord, jusqu'à pratiquement Hyder. Hein. C'est vraiment la frontière avec les États-Unis et le Canada tout à fait plus bas que Ketchikan et Juneau dans le passage intérieur. Et puis ensuite, ça a été mon bonheur à partir de 1998 de guider des voyages en Alaska avec des guides divers, variés, mais toujours au volant de grands vannes et en découvrant ces pistes et en découvrant ces routes du bout du monde vraiment extraordinaires. Alors avant même de vous montrer des images, et ces images, c'est Laureline qui, pour des raisons techniques, va nous les passer, celle qui a le contrôle, je dirais, de l'écran, mais ça va venir par la suite. Je voudrais pas vous dire plusieurs choses. D'abord, je voulais cadrer l'Alaska. L'Alaska est un énorme pays, mais qui est, comme Marie vous l'a dit, extrêmement différent des régions polaires auxquelles on a l'habitude de se frotter, je dirais. Vous verrez des icebergs, des petits icebergs le long de la côte, mais vous verrez aussi beaucoup d'arbres. L'Alaska prend de plein fouet les grandes dépressions qui sont dans le nord du Pacifique, et c'est bien pour cela qu'il y a dans la région de Vancouver des arbres absolument gigantesques, des séquoias monumentaux, et qu'il y a en Alaska également des grandes forêts, des forêts pluvieuses. Il ne faut pas s'attendre en bord de côte d'Alaska à un grand beau temps tout le temps. Il y a en général un jour de beau temps sur 7. En revanche, l'intérieur de l'Alaska en général est continental et est un climat bien plus agréable. Je vous parle là principalement de l'été, évidemment, et du mois de septembre. L'hiver est très différent. L'hiver en Alaska est très rude. L'été est, comme je viens de vous le dire, relativement ensoleillé à l'intérieur des terres. Et puis variable en bord de côte. Donc, dans ce cadre-là, l'Alaska est un pays vert par rapport aux autres régions. Il n'y a guère que les hautes montagnes de la chaîne des Rocheuses et des monts de Brooks, qui est des glaciers, et vous allez le voir, des glaciers très, très impressionnants. Alors, on va se fixer sur cette photo et on va rester un moment sur cette photo, parce que je voudrais vous dire aussi que nous allons réaliser cette année un voyage, comme ceux que nous avons réalisés les années précédentes, un voyage qui se veut être un peu particulier par rapport donc aux autres régions et aux autres voyages polaires que nous organisons. Nous ne serons pas à bord d'un bateau avec un programme que nous pouvons faire nous totalement. Nous serons d'abord dans un pays que j'ose appeler civilisé. Ça ne veut pas dire qu'au Spitzberg ou au Groenland, nous ne serions pas civilisés, mais dans un pays où nous avons d'autres gens qui sont autour de nous et où nous avons à nous mouler dans le cadre de quelques excursions qui, par ailleurs, sont extrêmement cadrées, car vous allez le voir bientôt, il y a 17% de la superficie de l'Alaska qui est protégée. Il y a des regulations, comme on dit aux États-Unis, il y a des règlements, il y a des consignes extrêmement strictes et nous devons nous y efforcer. Première chose. Et deuxième chose également, nous ne serons donc pas totalement autonomes parce que le soir, il faut bien dormir dans des hôtels. Et pour aller d'un endroit à l'autre, il faut bien prendre des vannes et donc des routes. Donc, nous allons avoir des voyages extrêmement variés. On va à la fois avoir des baleines, des loutres de mer, des otaries, et on va voir des grizzlies, des chèvres de dalle, des orignaux, des caribous. On va voir des hautes montagnes à 6200 mètres d'altitude, et on va voir, je ne l'espère pas au fond, mais le golfe de l'Alaska. Donc, un voyage extrêmement varié par rapport aux autres voyages polaires que nous faisons, en revanche, qui, sur le plan pratique, est un voyage, je dirais, plus traditionnel. Néanmoins, nous avons concocté un esprit un peu particulier qui consiste à nous déplacer avec des vannes, avec des hôtels confortables, mais en même temps, d'avoir, dès que cela peut se faire, un maximum de croisières d'une journée, pour non pas aller en bateau d'un endroit à l'autre, mais pour aller en voiture d'un endroit à l'autre et partir en croisière durant la journée. Donc voilà un peu l'esprit général. Par rapport à ça, je vous parle du voyage de 2024 et de celui de 2025 aussi. Mais avec hélas les bruits de bottes qui viennent du Kremlin, nous avons pris un peu les devants et nous avons mis grands espaces la barre à l'ouest toute. Vous allez le voir avec nos réveillons, nous n'allons plus à Saint-Pétersbourg et à Moscou, mais nous allons au Québec,
outre évidemment Ilulissat et l'Islande. Vous le voyez déjà et vous le verrez encore plus avec l'Ocean Nova qui va aller vers le passage du Nord-Ouest, vers le Nunavut, vers l'ouest du Groenland et l'est du Groenland cet automne, et aussi au travers du développement de quelques voyages. Et l'année prochaine, en 2025, nous aurons des voyages en Alaska qui vont se reposer sur 3 piliers, je dirais en Amérique du Nord plutôt. D'un côté, des voyages terrestres, comme par exemple au Yukon, au État, je dirais, du Canada, cette province, pardon, du Canada où il y a plus de grizzlies que d'hommes, à Churchill aussi, pour voir des ours blancs au Canada, donc des voyages, je dirais, terrestres, des voyages mi-terrestres, mi-croisières, comme le voyage dont on va parler tout à l'heure, et puis enfin, une croisière qui se fera sur la route intérieure, sur le passage intérieur avec une extension terrestre. Vous verrez ça dans le prochain catalogue que vous allez découvrir. Il y a déjà le catalogue avec les croisières, vous allez le voir avec les circuits à la fin du mois de mars. Donc, encore une fois, je vous le dis, un voyage différent des croisières polaires que nous faisons d'habitude, même si vous allez vous en rendre compte, il y a pas mal de jours de croisière. Avec cette carte de l'Alaska, vous voyez d'un côté ces énormes masses brunes qui sont les montagnes rocheuses avec le mont culminant du Canada, le mont Logan. Et ensuite, vous avez au milieu, entre la chaîne de Brooks et puis les Rocheuses, vous avez une petite chaîne, pas très étendue, si je puis dire, à l'échelle de l'Alaska, mais qui a les plus hauts sommets de l'Amérique du Nord, comme dit la chaîne McKinley, la chaîne du mont Denali. Mais vous voyez clairement qu'outre les Aléoutiennes où nous n'allons pas, il y a ce bord de côte, il y a le Grand Nord et il y a également le Bush, ces grandes étendues que nous allons découvrir ensemble. On va maintenant passer à la photo suivante pour vous rendre compte très rapidement du nombre d'aires protégées en Alaska. Entre les National Wildlife Refuge, les NWR, entre les parcs nationaux, entre les réserves naturelles, entre les lieux totalement interdits en principe et réservés aux autochtones, l'Alaska est couvert à 37% et à 17% de zones protégées. Et au gré de notre voyage, nous allons beaucoup voyager. On ne va pas circuler sur toutes les routes de l'Alaska, mais la photo suivante va vous montrer le réseau routier de l'Alaska. Et si je vous dis qu'on va de la péninsule de Seward, qui est au sud, jusque vers Fairbanks, vous voyez que nous n'allons pas vers le Canada, vous voyez que nous n'allons pas vers le nord, mais nous allons sur toutes les routes du centre de l'Alaska. Les voyages, indiscutablement, vous donnent une belle idée de ce qu'est l'Alaska. Alors, on va maintenant partir en voyage ensemble dans cette Alaska sauvage. Et puis avec la photo suivante, d'abord, nous allons revoir et nous allons nous situer. Nous allons partir de Anchorage, où nous arrivons. Ce n'est pas la capitale. La capitale, c'est ce point rouge. C'est Juneau, c'est la capitale administrative. Anchorage est la plus grande ville. Et Anchorage fut autrefois un lieu d'escale pour les vols transpolaires, et notamment le vol d'Air France d'ailleurs, qui allait à Tokyo autrefois. Et maintenant, c'est un grand aéroport international, et c'est à Anchorage que nous allons aboutir. Nous allons passer la soirée en Anchorage, et photo suivante, nous allons ensuite tout de suite... Ah pardon, d'abord sur le plan technique, j'oubliais le cheminement de mes photos. Alors, regardez cette belle chambre. Ce n'est pas de la vantardise, de l'Evroof ou du commercial. L'Alaska, il y a de l'espace, il y a même du grand espace. Et c'est pour ça que les chambres sont grandes. Nous irons souvent dans des motels, parce que mis à part Anchorage où tout pousse en hauteur, ailleurs il y a de l'espace. Et autant voir arriver avec son van, avec sa voiture, et pouvoir tout de suite tout décharger. Et l'espace est là. L'Alaska, c'est aussi, il faut le dire, soutenu par les prix du pétrole. C'est aussi un endroit relativement, très aisé et relativement cher, et donc où le confort est omniprésent. Donc tous les soirs, on sera dans des hôtels, nous essaierons de rester, par exemple à Seward, nous serons 4 nuits de suite dans un hôtel, à Denali, nous serons 3 nuits de suite, nous resterons le plus longtemps possible dans les hôtels, mais nous papillonnerons de temps en temps aussi d'un hôtel à l'autre. Et la photo suivante nous montrera
les ailes de nos papillons, ce sont des vannes. Alors, vous voyez en haut, x15. Non, nous ne serons pas 15 dans cette petite voiture. Nous allons d'abord ôter 3 places à l'arrière pour avoir de la place pour les bagages. Et ensuite, nous ferons en sorte que sur 3 rangées, il y ait chaque fois une personne devant ces grandes vitres et également sur l'avant. Vous avez compris, on sera 7 à 8 dans un bus ou dans un mini-bus, je dirais, de 15 places qui sera conduit par l'un de nos guides. Alors, sur la photo suivante maintenant, on part vraiment, je pense, pardon, pas encore. C'est exprès que je prends une tasse de café. Je me le fais à l'américaine, car vous allez voir sur ces bateaux souvent des gens, une tasse de café à la main ou un verre de vin à la main en train de contempler le spectacle. Attention, je voudrais être clair par rapport à vous toutes et tous, nous n'aurons pas nos petits bateaux de 12 places. Le tourisme est régulé, limité. Il y a des catamarans, qui sont des catamarans en glace, qui ont le droit d'aller à certains endroits et nous sommes obligés de le prendre. Et n'étant que des groupes de 8, 15, nous ne voulons pas être 21, nous préférons être 2 groupes de 15 qu'un groupe de 30 pour être plus flexible. Nous ne pourrons pas occuper tout un bateau. Et c'est pour ça que nous allons dans ces bateaux, notre guide ira, dans toute la mesure de possible, sera avec vous à l'extérieur de une table, mais l'expérience montre qu'on est tout le temps à l'extérieur et qu'on n'attend pas le guide. On veut faire des photos, parce que les paysages sont simplement dingues, et je pèse mes mots. Bon, je crois que maintenant on va partir. Voilà, nous voilà déjà partis. Alors toujours avec ce paysage au loin de la chaîne de l'Alaska. Ici, c'est la chaîne de Katmai que l'on voit au loin. Et remarquez, le long de la plage, cet estran extrêmement important. En fait, il y a des marnages qui sont de l'ordre de 7 à 15 mètres par endroit, qui déchargent les plages. Et quand on part de Anchorage pour aller vers le sud, sur la péninsule de Kenai, vers Seward, c'est un moment où on a aussi des chances de voir, notamment quand la marée se retire, les baleines blanches, les belugas, mais aussi d'autres animaux. Photo suivante. Et nous arrivons maintenant à Seward. Seward, qui est véritablement connu comme étant un port d'exportation de charbon, encore, mais aussi comme étant le port des glaciers. Pourtant, c'est pas là où il y a le plus de glaciers. Mais il y a un glacier qu'on verra de près, c'est un glacier qui vient vers l'intérieur des terres, qui est le glacier Exit. C'est un glacier, vous le voyez, qu'on peut approcher. C'est un glacier où on verra les diverses étapes du recul des glaciers, également la géomorphologie, pour parler bien, c'est-à-dire les formes du relief du glacier. Et ce seront donc des excursions à pied. On ira également visiter le fabuleux musée de Seward. On fera quelques autres excursions à pied, mais Seward, c'est le bord de mer, et on va le voir sur la photo suivante, avec des glaciers. Seward, ça c'est l'image de Seward. Des paysages verts, et des glaciers qui culbutent à la mer et qui viennent à grande vitesse, c'est-à-dire à l'ordre de plusieurs mètres par jour, donner ce brache, donner ces bourguignons, donner ces icebergs. Photo suivante, nous verrons notre point de départ. Et le point de départ, c'est Seward. Et puis, ça c'est presque un des points d'arrivée, je dirais, vous voyez ces bateaux qui vont jusqu'au niveau des fronts de glace et surtout en permanence, ces montagnes. Parce que, où sommes-nous en fait? Nous sommes, quand nous sommes sur la péninsule de Kenai, ou quand nous sommes à fortiori dans la région de Whittier, que l'on verra tout à l'heure, nous sommes au pied des grandes montagnes rocheuses canadiennes. 4000, 5000 mètres d'altitude, avec en plus énormément de précipitations. Je dois vous dire, je vous dis avec énormément d'honnêteté, qu'il fait beau. J'ai peut-être été un peu trop négatif en disant 1 jour sur 7, mais 2 jours sur 8, 1 jour sur 4, il fait beau, mais il fait pas jour. Enfin, sauf malheureusement l'an dernier, il y a eu un voyage où ils ont eu 7 jours sur 7 de beau. On peut aussi avoir 7 jours sur 7 de bon. Ça, c'est le météo, on n'en est pas maître. Mais en général, 1 jour sur 4, il y a un grand beau temps. On a ce temps. Mais le reste du temps, c'est de la pluie en altitude, des nuages en altitude qui donnent de la pluie et qui se transforment en neige et qui donnent donc ces grands champs de glace que vous voyez là. On va passer à la photo suivante. Et puis évidemment le plaisir d'approcher ces fronts de glace. Alors non pas en Zodiac, on ne peut pas aller en Zodiac, c'est tout simplement interdit. Les Américains sont des grands pionniers, ils ont fait trop de bêtises et on n'a plus le droit d'approcher les fronts de glace. Donc photo suivante. Et donc, alors en revanche, lors d'un tel voyage, le but n'est pas de voir uniquement des fronts de glace.
Les eaux, et Marie l'a souligné, les eaux du Pacifique, je dirais, sont doublement riches. D'abord, elles sont riches naturellement. Ce sont des eaux froides qui sont au contact d'eau non salée, donc avec un écotone, avec un écosystème extrêmement intéressant, de frontières, de limites maritimes, et qui fait que nous avons ici des explosions planctoniques, premièrement, et deuxièmement, l'Alaska, contrairement à d'autres régions, a certes été chassé. Sur place, il y a des populations entières de loutres de mer et d'autres animaux qui ont été tués, mais depuis, souvenez-vous, que c'est dans les Rocheuses canadiennes et en Alaska qui ont été créés parmi les premiers parcs nationaux. Et c'est pour ça que nous avons une faune extrêmement abondante, dont notamment les orques que vous voyez ici, et vous allez voir sur les prochaines images, d'autres animaux. Toujours des baleines, des orques, photo suivante, des baleines à bosse, nombreuses, les lions de mer, otaries à fourrure, et on continue, l'aigle pêcheur, qui n'est pas seulement le symbole des régiments de parachutistes américains, mais aussi et surtout celui de l'Alaska. C'est l'oiseau symbole de l'Alaska que cet aigle pêcheur à tête blanche, le bald eagle. Photo suivante. Et puis un dernier coup d'œil sur ces fronts de glace qui, je le sais, pour beaucoup d'entre vous, vous parlent énormément avec leur vélage. Photo suivante. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la péninsule de Seawarad. Nous étions, ou de Katmai, nous étions à Seawarad, au milieu, en bas, au bout de la petite route. Nous allons maintenant, après 3 jours, et 3 jours de croisière et de découverte, remonter, et nous allons aller jusqu'à Whittier. On ne va pas jusqu'à Anchorage, et on prend, allez, la première à droite. Allons-y, et vous allez vous en rendre compte. Ayez en tête l'autre grande route qui va vers la gauche. Photo suivante. Nous voilà maintenant à Whittier avec un catamaran. Et là, on fait une croisière assez extraordinaire puisque c'est la croisière des 26 glaciers. Alors, ne soyez pas effrayés. C'est un énorme succès. Il n'y a que 2 compagnies qui ont 2 bateaux, donc 4 bateaux qui peuvent faire cela. Et il y a des milliers de personnes qui veulent y aller. Nous avons les places réservées, ça, il n'y a aucun souci. Mais ces bateaux, en général, sont bien pleins. Alors, ils sont moins pleins à l'automne. Hein. Je voudrais juste faire une parenthèse. Pourquoi privilégions-nous les voyages fin août, début septembre pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a 880 000 croisiéristes sur des grands bateaux, mais qui s'arrêtent en général le 1er septembre. Ensuite, nous ne le faisons pas plus tard, pas après 10 septembre, parce que tous les sites d'attractions touristiques ferment, y compris le parc national de Dinwiddie, et y compris quelques autres réserves des parcs nationaux, donc on ne peut plus y aller. Donc il y a un créneau extrêmement faible. La deuxième raison, c'est que, en général, le début septembre est une période de beau temps, statistiquement, météorologiquement. Et troisièmement, c'est le moment où l'animal le pire de l'Alaska, du moins le pire pour moi, c'est le moustique, n'existe plus. Les moustiques ont définitivement été tués par les premières gelées qui ont amené les belles feuilles de l'automne avec les bouleaux, avec les forêts dorées par les bouleaux, mais qui ont exterminé les moustiques, ces bêtes qui sont partout dans cet Alaska et ces maringouins aussi, et qu'on n'a plus à ce moment-là. Donc voilà les raisons pour lesquelles, sur Terre au moins, il vaut mieux y aller au mois fin août, début septembre et jusqu'à mi-septembre au maximum, plutôt que d'y aller en plein été. Photo suivante. Alors là, on va voir des photos de ces glaciers extraordinaires. On va passer assez rapidement ces photos. Alors la suivante, vous voyez, ces fronts de glace. Photo suivante. Et pour ici, de nouveau, retrouver nos baleines. Ici, les baleines à bosse. Photo suivante. Je me suis amusé, photo suivante, à compter. Je n'ai fait que 3 fois cette grande croisière des 26 glaciers. On va très vite. Le catamaran avance par moment à 30 nœuds. Hein, il fait quasiment du 60 à l'heure, hein, enfin du 55 à l'heure. Et on voit, alors, évidemment, quand il y a des loutres de mer toutes proches, on s'arrête et c'est le bonheur des photographes. Mais je me suis amusé, j'étais avec Marielle un jour, on a compté environ 150 loutres de mer devant qui on est passé en leur disant bonjour. Hein. Ce sont des eaux véritablement très riches. Photo suivante. Et puis évidemment, un dernier vélage avant maintenant de retourner sur la terre ferme. Photo suivante.
Et puis d'aller, alors souvenez-vous, on a pris la première à droite vers Vitiers, et de Vitiers, on va partir au retour de cette croisière formidable vers 16h30. C'est le seul moment où nous allons faire une route relativement longue. Du moins sur un des deux voyages à Alaska, puisque d'ailleurs c'est le voyage qui est déjà complet, ou quasiment complet, avec une personne près peut-être. Je crois qu'il est complet. Le voyage qui va vers Homer. Sinon, il y a un autre voyage qui ne va pas vers Homer. On fait deux voyages différents en Alaska, avec quasiment le même itinéraire, mais décalé de un jour. Et il y a une journée en plus sur le deuxième voyage qui va sur la péninsule de Kenai, qui est la grande péninsule où les Russes s'étaient installés. Et les Russes, oui, effectivement, les tsars de Russie ayant besoin de beaucoup d'argent pour faire la guerre aux Européens, notamment la guerre de Crimée en 1853-56, qui leur a beaucoup coûté d'argent, d'hommes et de bien d'autres choses, gagnée par les Turcs, les Français et les Anglais, ma foi, ils se sont dit, on va vendre l'Alaska aux Américains. Et c'est le sénateur Seward qui a été le chantre visionnaire et qui a fait, pour 7 millions de dollars, acheter l'Alaska aux Russes. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Poutine, il se mord les doigts. Mais bon, bien fait pour lui. Pardon, photo suivante, on n'est pas ici pour faire de la géopolitique ou exprimer ses opinions politiques. Les Russes, en revanche, ont tué tous les animaux. Ils ont fait un peu, comme nous autres aussi. Les cow-boys et les Indiens, on a fait la chasse aux Indiens. Mais ce qu'il faut savoir que sur cette péninsule, il y a non seulement un héritage russe qui existe encore, et, avec des noms russes, des noms de lignées russes, que l'on va retrouver, et puis d'un autre côté, un héritage indien extrêmement important, avec les traditions des totems, dont on aura l'occasion, évidemment, les guides, moi-même, de vous parler. Photo suivante. Et nous voilà maintenant dans un endroit bien curieux. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Une piste d'aviation, ce qu'on appelle le split, un cordon littéral. Alors, si on agrandissait, on ne va pas agrandir la photo, on verrait une ville. C'est la ville de Homer. Et de l'autre côté, le détroit du Prince-William, et de l'autre côté, on va partir en bateau. Parce que depuis Homer, c'est un endroit extraordinaire. Je l'adore. Photo suivante. Alors, vous allez tout de suite savoir pourquoi je l'adore. Photo suivante. On y mange du gros crabe d'Alaska. Et pour pas cher. Non, le crabe est toujours cher. Mais on va se délecter. On va se délecter dans les restaurants qui sont sur la jetée de Homer. Waouh! Le premier soir, on arrivera trop tard pour aller au restaurant. Et le deuxième soir, on va se rattraper. Après une belle journée, photo suivante, partie dans ces bateaux. Ne soyez pas étonnés avec ces antennes sur les bateaux. Ce ne sont pas des bateaux antennes, ce ne sont pas des bateaux radio, ce sont des bateaux pour des pêcheurs. Parce que sur place, les compagnies dans le port d'Homer proposent soit de la pêche, soit de traverser le détroit du Prince-William. Ah tiens, au passage, toujours avec une honnêteté certaine ou une certaine honnêteté, je vous montre la météo aussi. Voilà le temps typique du bord de mer d'Alaska. Pas mauvais, pas de tempête, mais un plafond qui est à 1000 mètres environ. Voilà. Mais avec quand même du beau temps de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller en face, dans le Bear Cove. Alors, sur la traversée, on verra des gouttes de mer, on verra des baleines, je vous le promets, mais surtout de l'autre côté, photo suivante, on verra nos grizzlies. Alors, vous savez, les Américains ont toujours des noms assez extraordinaires. They are scalloping. Ça veut dire qu'ils mangent des scallops, des noix de Saint-Jacques et des coquillages, qui sont très nombreux dans ces eaux très riches. Et on voit cet énorme animal qui de temps en temps mange des saumons, évidemment, et qui de temps en temps mange surtout beaucoup d'herbes. C'est un omnivore, mais à l'automne, il mange beaucoup de saumon. Et puis surtout, il est sur les plages et il mange des fruits de mer. Et il n'a pas de vin blanc, mais il les déguste, ces fruits de mer. Photo suivante. Et maintenant, nous allons quitter cet appendice, cette énorme quand même péninsule de Seward, pour passer par l'Alaska. Et c'est là, photo suivante, que pour les uns, on restera en Alaska, et pour les autres, il va y avoir une aventure extraordinaire. Alors cette aventure, les gens qui vont à Homer ne l'auront pas, parce que si vous voulez, quand on va au Homer, on est sûr à 99% de prendre le bateau, de traverser, même s'il fait un peu mauvais, et de voir des ours blancs, pardon, ça c'est l'habitude, de voir des grizzlies. En revanche, si on ne fait pas cette excursion, on peut voir des grizzlies à Denali ou ailleurs, mais sinon on peut aller dans le paradis des grizzlies. Mais le problème est qu'il suffit qu'il fasse mauvais à 2 heures ou 2 heures et demie de vol de cet hydravion, à l'aller ou au retour, et du coup on est coincé, on ne peut pas y aller. Et en général, 1 fois sur 3, on ne peut pas y aller. Donc, il y a un peu un jeu, si je puis dire. Mais si on part en hydravion de Anchorage,
on va arriver, photo suivante, dans les fameuses ou près des fameuses chutes de Brooks, où notre ami Augustin, qui est mon guide, a pris ses photos des saumons qui remontent, qui sautent les obstacles de la rivière Brooks. Nous, on est sur des terrasses, et puis les ours sont là, ils attendent, et ils mangent les saumons. C'est un spectacle fabuleux. On est sur place que 4 à 5 heures, mais c'est un des souvenirs d'une vie. Photo suivante. Et ensuite, tous ensemble, on part. Et photo suivante, vers ce que j'ai envie d'appeler sur la photo suivante, devant cet endroit en particulier, je sais où je m'arrête là, hein. Les gens font des photos très contents. Les photos en général sont plus belles que celles que je présente parce qu'elles sont un peu ternes, les photos, hein. Je ne les ai pas travaillées. Et il y a des grandes tourbières, il y a ces forêts, ces lourdes groupes d'épinettes, comme disaient les Clavel, hein, ces collines qui roulent à l'infini, hérissées de leurs épinettes, voilà. Et puis vous avez des montagnes, et les gens ils disent ah, ça c'est les grands espaces. Moi je dis bah oui, c'est les grands espaces. Et photo suivante, c'est vraiment les paysages de l'Alaska. Mais en allant vers le parc Denali, en faisant les quelques 250 km qui nous séparent d'Anchorage à Denali, des 200 km environ, on s'arrête en beaucoup d'endroits pour voir, parce que si vous voulez, nous sommes ici dans ce qu'on appelle la grande forêt boréale, ou la taïga. Encore une fois, pas du tout les étendues vierges et rases du Spitzberg ou du Groenland, non, non. Ici, on est en forêt et on est pays des castors. Le castor, c'est le symbole du Canada, c'est pour être celui de l'Alaska. Ce castor constructeur de barrages pour lui permettre de mettre bas dans une hutte et qui est cependant protégé par un lac qu'il construit lui-même. Photo suivante. On voit aussi au gré l'art alaskan. Vous verrez c'est le bois. Le bois, la forêt boréale est omniprésente. Photo suivante. Et cette forêt, hélas, de temps en temps, elle brûle. Vous l'avez entendu l'an dernier, il y a eu des catastrophes locales et internationales, puisque les incendies de forêt en Amazonie, en Alaska et dans tous les pays du monde sont en train de libérer énormément de CO2, et ces incendies de forêt sont de plus en plus fréquents parce qu'il fait de plus en plus sec dans cet Alaska central et dans ces régions centrales de l'Alberta notamment, mais aussi du Saskatchewan, du Manitoba ou du Québec, et c'est ce qui amène ces grands incendies et qui dévastent ici, et ce sera pour nous l'occasion de parler des feux de forêt, de la lutte contre les feux de forêt. Certains de nos guides sont des spécialistes de ces aspects, et à un moment mettront un casque pour ressembler à un pompier et vous parler de ces feux de forêt qui sont hélas des choses régulières autrefois, hein, dans la taïga se recycle tous les 150 ans par un bon feu, voilà. Mais quand l'homme s'est installé, cela est synonyme de catastrophe. Photo suivante. Ces forêts, évidemment, et Marie l'a très bien dit, c'est le pays des 3 ours, hein. Alors, vous savez, si je prenais des habits de commerçant, j'aimerais beaucoup vendre ces voyages, c'est le voyage des 3 ours. Parce que l'ours noir est quasiment garanti en croisière, etc. Bon, voilà. Et puis, sinon, il y a des coins ours noirs. Même si on ne les voit pas, l'ours, certains voyages, si on cherche vraiment, on les voit. Le grizzly, on le voit. Mais l'ours blanc, malheureusement, ne nous est pas accessible parce que il y avait la possibilité d'aller dans un endroit qui s'appelle Kaktovik, au centre du National Arctic Refuge, mais d'abord pour des raisons de Covid, et ensuite pour des raisons stupides mais réelles, de grippe aviaire, figurez-vous, on n'a plus le droit d'y aller. L'ours apparemment est sensible à la grippe aviaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au Spitzberg, au Groenland, etc. Bon voilà, même s'il y a de la grippe aviaire au Spitzberg, mais semble-t-il, il y a quelques cas de contamination sur l'ours de grippe aviaire, et les gens ne veulent pas que nous autres, on emmène la grippe aviaire dans ces régions. Donc c'est pour ça que les Américains nous ont fermés, tout simplement, Kaktovik. Et c'est pour ça que je vous prie de m'en excuser. Quand le programme a été fait, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on pouvait encore y aller, et depuis l'an dernier, on ne peut plus y aller. Il n'y a pas eu de saison l'an dernier, il n'y en aura pas cette année. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, l'Alaska, pour nous, c'est le pays des ours noirs et des ours bruns. Et pour l'ours blanc, il faudra aller dans d'autres régions, même s'il y en a à Point-Barrow sur la banquise au nord. Photo suivante. Alors, voilà, en revanche, la plaie de l'Alaska que nous ne verrez pas. Nous sommes ici, c'est extraordinaire, près de Fairbanks, là on fait une exception, on est devant l'office de tourisme. Alors pour vous dire, hein, mais vous ramènerez des tas de souvenirs en forme de moustiques. Allez, photo suivante, on oublie vite ces grosses bêtes. Et sur la photo suivante, et pour maintenant nous délecter, alors ça, c'est un jour de beau temps, ce que vous verrez. Les sommets de la chaîne du Denali saupoudrés de neige,
les couleurs roussâtres de la région, et surtout, ces océans de bouleaux gelés, on va dire, de bouleaux dorés, et ces bouleaux de diverses espèces, etc., qui donnent ces couleurs fabuleuses. Et maintenant, nous ne sommes plus très loin l'un des plus fabuleux parcs nationaux américains, extrêmement fréquenté, le parc de Denali. On va voir ça sur la photo suivante. Ah, pardon, j'oubliais, il y a toujours des surprises en Alaska. Mon Dieu, quel bric-à-brac. L'Alaska, j'oubliais, voyons le bush dans lequel nous sommes. Entre Anchorage et Fairbanks, il y a la ville de Palmer, qui est le début de la grande Iditarod dont on vous parlera. Cette énorme course de chiens de traîneau qui a été gagnée par un attelage, avec entre autres le chien Balto, et qui a amené les médicaments depuis Anchorage Fairbanks jusqu'à Nome en Alaska. Mais tout ça, faut venir pour qu'on vous en parle. Mais c'est le pays des trappeurs. Et alors les trappeurs, c'est le roi du bric-à-brac. Et on s'arrêtera de temps en temps dans de tels bric-à-brac, ne serait-ce que photo suivante, pour acheter quelques signes routiers un peu particuliers. Attention, passage de mammouth, attention, passage de yéti, passage de loup, etc., etc. Ça fait partie de cette excentricité alaskane. Photo suivante, cette excentricité aussi, avec de temps en temps ces chariots qui crèvent. Dommage, au bord de la route. Mais ces vieilles voitures, c'est le temps des pionniers, c'est le temps des trappeurs, ces trappeurs que Jack London, James Oliver Curwood, en Alaska, au Canada, ont si bien décrit et dont on voit les maisons et les restes, ces maisons de bois. Alors évidemment, ce sont des belles photos, pas très confortables à habiter de nos jours. Photo suivante. Et nous voilà au Denali. Et photo suivante, parce que derrière moi, c'est tout, vous pourrez l'avoir régulièrement. Voilà. Alors Denali est un peu particulier. Denali, en juillet-août, c'est bourré de gens. Les voitures sont maintenant limitées. À l'automne, il y a une loterie. Et nous ne pouvons y aller, nous autres. Si on y allait en van ou en voiture, ce serait une loterie. Donc il faut que je vous explique que nous ne pouvons pas, je l'ai crûment, vendre un voyage alors qu'au bout il y a une loterie. Donc nous sommes obligés de prendre les moyens de déplacement que tout le monde prend et qui sont ces grands bus, des bus tout-terrain avec grandement ouverts, mais nous ne serons pas seuls dans notre bus puisqu'il est interdit de privatiser un bus. Qu'on discute ou ce qu'on discute pas, on a beau aligner les dollars, c'est pas une question d'argent, c'est une question de partage. La nature appartient à tout le monde. Et vous savez que les Américains, comme les Français d'ailleurs, comme beaucoup de gens, sont très à cheval sur certains principes, parce que sinon, tout le monde privatiserait des bus, et la plus grande partie des gens ne pourraient plus y aller. Donc nous serons avec des Américains, et quand on verra un grizzly, nous on sortira les appareils photo, vous entendrez dire « Wow! As big as an elephant !» Aussi gros qu'un éléphant. Et on est aux États-Unis, et on pourra dire à l'américaine qu'en Afrique, les éléphants sont un peu plus gros. Mais peu importe. Bon, alors première chose, première limite, vous voyez, je ne veux pas vous donner envie de ne pas venir en Alaska, mais avec honnêteté, je préfère vous dire les limites. L'autre limite, c'est une catastrophe qui est arrivée il y a 2 ans, c'est un éboulement au milieu de la seule piste qui permet de faire 90 km dans le parc national. Donc nous n'en ferons que 30 ou 35, parce qu'il y a eu un énorme glissement de terrain. Les Américains, en hiver, ne peuvent pas travailler. En été, sont obligés de couper la route et de consolider, parce que imaginez la manchette de journaux, quand vous avez un énorme arrachage de terrain et qui tout d'un coup emmène un bus avec 50 personnes, ça c'est pas bien. Donc heureusement, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort, mais il ne faut pas qu'il y en ait, et les travaux vont durer encore au moins jusqu'en 2025. Donc nous ne pourrons pas aller sur l'ensemble du parc du Denali. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des choses. Et photo suivante. D'abord, évidemment, Denali, c'est le lieu des grizzlies. Eux, avec un peu de chance, on en verra à côté du bus, mais en général, on n'a quand même pas cette chance. Enfin, moi, je l'ai eu pas mal de fois, parce que j'y suis allé beaucoup. J'ai vécu, moi, dans le Denali, 1 mois, en 1976, en faisant la recherche. On verra des grizzlies au loin. Photo suivante. Et
Alors on verra aussi le casse-noix, on verra des jets. Les oiseaux sont devenus très peu familiers. Les premiers parcs nationaux ont été créés dans l'Ouest américain en 1865 avec Yellowstone, avec Banff, Jasper, dont on reparlera tout à l'heure, mais également Denali qui date du début du XXe siècle, et les animaux ont compris que l'homme, non seulement c'est un endroit où près de l'homme où de temps en temps on pouvait chipper un peu de nourriture, il est interdit de nourrir les animaux, mais il n'est pas interdit aux animaux d'en voler, hein, voilà. Et d'un autre côté, surtout ils ne sont plus chassés. Photo suivante. Et c'est pour ça que dans Denali, on voit régulièrement, là nous sommes à la périphérie de Denali, vous voyez Denali au fond, des observatoires qui permettent, et avec des plateformes très pédagogiques qui permettent de voir et d'expliquer le paysage, mais nos guides sont là pour ça aussi. Photo suivante. Alors on a sauté l'une l'autre photo, mais c'est pas grave du tout, parce que nous voilà maintenant à Fairbanks. Fairbanks, c'est la ville, si vous voulez, c'est la deuxième capitale de l'Alaska. Hein. La première, c'est Juneau, capitale administrative. Ensuite, la capitale avec l'université, notamment l'université d'Alaska, c'est Fairbanks. Au bord des rivières China et Tanana, photo suivante, nous allons partir. Voilà ces rivières qui s'étalent largement, qui étaient autant de fleuves autrefois infranchissables, mais également de temps en temps des lieux d'où on pouvait partir en bateau à aube, et c'est ce que nous allons faire également, mais photo suivante d'abord, car nous sommes ici sur des grands terrains alluviaux, sur des lieux non pas sur des petites rivières, comme dans les westerns, nous on cherche de l'or sur des petites rivières, non. Ici, ce sont des rivières gigantesques et des moyens gigantesques ont été mis en œuvre pour draguer. Voilà des énormes dragues, voilà des engins qui permettent avec leur godet que vous voyez de retourner complètement le lit de la rivière, de secouer les galets, de tamiser et de reprendre l'or qui est plus lourd que le restant du sable et ainsi de récolter l'or. Ces paysages de la région de Fairbanks ont été complètement transformés. Heureusement, la végétation a repris. Photo suivante. Mais l'or et la recherche d'or au travers de ces immenses dragues qui sont sur Terre, mais qui, à force de creuser, créent des petits lacs derrière elles. C'est véritablement l'histoire des chercheurs d'or individuels qui font leur richesse, mais aussi de l'exploitation de l'or industriel. D'ailleurs, il faut savoir que Fort Knox, l'une des grandes réserves d'or du monde américaine, se trouve à Fairbanks. Photo suivante, et c'est là que l'on peut voir la plus grosse pépite. Alors bon, je l'ai photographiée, mais elle est fausse, hein, c'est du plâtre. Hein. Elle est sous 3, parce qu'au prix de l'or actuel, avec le cours actuel de l'or, cette photo, elle vaudrait cher. Hein. Photo suivante. Et puis on fera aussi un tour sur le lit assagi de la rivière China avec le paddle wheel. C'est-à-dire, on n'est pas au Mississippi ici, hein, on est à Fairbanks. Les vieux bateaux à aube, parce qu'ils ont un tirant d'eau très faible d'une part, et puis d'un autre côté, il n'y a pas besoin d'hélice. Et c'est avec ces paddle wheelers qu'on ira aussi, qu'on remontera l'histoire de l'Alaska en voyant les prouesses d'un pilote d'hydravion, en voyant les chiens de traîneau, les machères, etc. Photo suivante. Et on va maintenant également ces anciennes, on visitera quelques anciennes maisons de l'Alaska, mais là, très gentiment décorées. Photo suivante. Et puis, avec ces pièges à saumon, des pièges qui tournent avec le courant et qui ramassent régulièrement le saumon et qui les déversent. Et hop, les saumons sont récoltés. Les saumons sont omniprésents. Photo suivante. Et évidemment, l'Alaska, ça je vous en parlerai pas longtemps parce que le temps va me manquer, mais le pipeline trans-alaskan a été une prouesse. À l'époque, il est toujours une prouesse. Vous voyez qu'il est en grande partie surélevé pour ne pas embêter, si je puis dire, des grandes migrations animales, notamment celles des caribous. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le pipeline trans-alaskan. Photo suivante. Ce sera Noël avant l'heure, avant qu'on ne se quitte, pour aller, pour certains, et je vais vous emmener maintenant au travers d'une quinzaine de photos, les dernières photos vers les parcs de l'Ouest canadien, mais on va se quitter au pôle Nord, puisqu'il y a une ville qui s'appelle North Pole. Voilà, elle a été
nommée ainsi, et parce qu'elle s'appelle North Pole, c'est évidemment la maison du Père Noël. Et le Père Noël, c'est américain, il faut pouvoir offrir des cadeaux toute l'année durant. North Pole est ouvert toute l'année et vous allez rencontrer le Père Noël. Allez, photo suivante donc maintenant. Pour des dernières images sur ces grandes étendues sauvages qu'on va pouvoir passer assez rapidement, Laureline, merci d'avance. Ah, j'ai oublié évidemment les aurores boréales. Alors là aussi, on ne peut pas garantir sur facture les aurores boréales, mais sachez que 24 et 25 sont des années dans un cycle de 11 ans de grandes explosions de taches solaires et donc d'aurores boréales intenses. Honnêtement, j'en ai toujours vu en Alaska, mais parfois je me réveille la nuit. Et puis à ce moment-là, on réveille tout le monde en regardant les aurores boréales. Photo suivante. Alors, on va maintenant quitter l'Alaska, on va laisser en haut à l'Alaska les villes de Fairbanks pour aller dans l'Alberta, vous voyez, et on va en avion. Alors là aussi, chose embêtante de ce voyage, il n'y a pas de ligne directe, on est obligé de passer par Vancouver, et de Vancouver, on va aller au Canada, on va aller au Seattle plus exactement, on va aller ensuite à Calgary. Calgary et Edmonton qui seront nos lieux, et depuis là, on partira vers l'Europe. Mais auparavant, partons vite en quelques images vers ces paysages absolument fabuleux. Je dois vous dire, je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'en 1993, j'étais à 2 pas de m'installer là-bas. Tellement c'est beau. Ici, c'est une chaîne de montagnes qui culmine tout le temps à 2000-3000 mètres, parfois plus, avec des lacs de surcreusement glaciaire, avec des forêts habitées par des animaux partout. Le grand tourisme est déjà en partie éloigné et nous avons des paysages fabuleux. Ici, le lac Louise. Allez, on va continuer sur les photos. Ici, le lac Moraine, extraordinaire sous ces grandes falaises. Photo suivante. Toujours le même lac. On va passer les photos. Le lac Peyto, connu pour sa couleur turquoise qui est liée au sédiment glaciaire. Photo suivante. Ici, de nouveau, on est au lac Moraine. Photo suivante. Et nous suivons ces grandes rivières, les rivières Saskatchewan, les rivières Athabasca. Photo suivante, qui de temps en temps se mettent dans des défilés avec des chutes d'eau intéressantes, vertigineuses ou impressionnantes selon les endroits. Photo suivante. Pour arriver, alors cette photo, elle est prise du sommet du mont Whistler, au-dessus de Jasper. Et vous voyez cette ville, c'est Jasper, c'est là où je voulais habiter, au milieu du parc national de Jasper. Et vous voyez surtout la route, évidemment, mais la voie de chemin de fer. Jasper a en fait un col, et la grande voie de chemin de fer, ce fameux chemin de fer de l'Ouest qui, aux États-Unis, permettait aux colons d'aller vers l'Ouest. Au Canada, c'était la Canadian Pacific ou le Canadian National qui ont conduit leur voie ferrée pour aller vers Vancouver et l'Ouest canadien. La voie du chemin de fer entre Montréal ou Toronto, Ottawa, et puis Vancouver passe par ici. Et c'est pour ça que Jasper est devenu la ville importante et le centre du parc national de Jasper, que nous allons maintenant voir en photo avec les quelques dernières photos, un parc national fabuleux, avec une image de carte postale ou de poster, c'est le lac Maligne, avec Spirit Island à l'avant-plan, photo suivante, et surtout avec ces animaux omniprésents. Ici, les mouflons, pas du tout farouches, et vous allez vous en rendre compte sur la photo suivante. Regardez. D'abord, un cerf wapiti commun. Ils sont au bord de la route. Photo suivante, vous allez vous en rendre compte. Hein. Là, ils sont au moment du brame. Donc en plus, non seulement ils ne sont pas chassés, ils sont très tranquilles, mais en plus, ils sont tout fous. Du moins, les mâles sont tout fous. Ils font n'importe quoi. Ils brament. Tout ce qui les intéresse, c'est des femelles. Nous, on ne les intéresse pas beaucoup. Photo suivante. Et puis, c'est ce qui donne ça. Voilà le trafic sur la grande route. Et puis, un cerf en route au milieu. Ça, c'est typique Jasper à l'automne. Photo suivante. Mais Jasper sont aussi des attractions. On va vous en montrer tout plein. Qui sont parfois des énormes fourmilières. Parfois des tanières à ours. Parfois, de temps en temps, au bord de la route, des animaux, mais aussi le champ de glace Columbia, le plus grand glacier de la région, qu'on va visiter sur la glace avec ses grands buggy, on va dire, avec des roues surdimensionnées, et également, et on va le voir sur les 2 photos suivantes, qui je pense sur les 2 dernières, le Skywalk.
un endroit fabuleux, dans un paysage génial. Et faut pas trop avoir le vertige, mais ça tient depuis quelques années, ça. Hein. Vous en faites pas, on va pouvoir y aller, même tous ensemble. Et la photo suivante vous montre encore une fois ce skywalk extraordinaire. Pour ceux qui ont un peu le vertige, ils restent dans la partie non vitrée. Et pour les autres, ça fait des photos fabuleuses de paysages. Et je crois que Lorena en est arrivée. Ah oui, un dernier au revoir au travers de ces pistes. Ça, c'est l'extension dans les montagnes rocheuses canadiennes de cette année et des années suivantes. Voilà. Et puis donc, ce sera mon plaisir, notre plaisir de répondre à vos questions. Merci Christian, merci Marie pour ces belles présentations donc de l'Alaska et de nos voyages que nous proposons pour 2024 et 2025. Alors, on a répondu à quelques questions déjà. On avait une question d'une dame qui a dû nous quitter, mais qui regardera le replay, donc on va y répondre sur quelle est la meilleure période pour voir des aurores boréales. Indiscutablement. Je réponds cash là. Hein. Au mois de décembre, dans le Yukon, par moins 50. Parce qu'il fait sec. Voilà. Alors, on est toujours obligé de négocier entre température, autour de 0 degré ou plus 10, et entre accessibilité. Et c'est ce qui fait que là, pour l'Alaska, c'est vraiment la bonne période. Il y a encore le jour dure jusqu'à 19h, hein, il fait, ou 19h30, hein, mais la nuit, il y a des aurores boréales, quand il n'y a pas de nuages, tout le temps. Et plus on va vers l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte si vous faites le voyage avec nous. À Denali, c'est exprès qu'on n'est pas dans Denali Centre. On va dans Denali Centre pour prendre un barbecue de saumon ou pour boire de la bière, hein, tous ensemble le soir après une bonne journée. Mais l'hôtel est à 10 km entre guillemets en pleine campagne. C'est un motel et ce qui fait que quand il y a des aurores boréales, on ouvre la porte et on regarde. Quoi. Donc c'est vraiment des endroits aurores boréales. Ensuite, évidemment, de manière plus générale, les aurores boréales, on a déjà fait des causeries sur les aurores boréales, il y en aura d'autres, mais il y a bien d'autres lieux. Mais dites-vous quand même que ce n'est pas en allant le plus au nord qu'on verra le plus d'aurores boréales. Il y a ce qu'on appelle la couronne aurorale, premièrement, et qui passe en plein Alaska, qui passe en pleine Norvège, qui passe en pleine Islande. En revanche, le Spitzberg n'est pas génial pour les aurores boréales, hein, ou le nord du Groenland. Et puis d'un autre côté, il y a les périodes d'aurore. Et si on est en Alaska, c'est-à-dire dans la couronne d'aurore boréale, en plus, en 2024-25, un petit peu en 26 aussi, on est bien placé pour les aurores. Merci Christian. Une autre question, ce voyage est-il aussi prévu en hiver avec neige et glace? Il fait vraiment froid. Et pour parler honnêtement, je suis très honnête, nous avons réalisé des voyages, nous avons lancé des voyages fabuleux au mois d'avril, par moins quelque chose, hein, enfin moins 20, quelque chose comme ça, avec les Inuits du Nord groenlandais. Ça a été génial. Mais nous avons très peu de gens intéressés. Et c'est pour ça que nous n'organisons pas ces voyages en hiver. En revanche, j'invite toutes celles et ceux qui ça intéresse de nous contacter. On vous donnera l'adresse de nos correspondants qui parlent anglais, français, etc., pour qu'on puisse. Parce que nous sommes sûrs de ne pas pouvoir faire de groupe. Premièrement, parce que quasiment toutes les routes sont coupées, sauf la grande route Anchorage-Fairbanks-Castlewood. Ensuite, il fait quand même, objectivement, il fait vraiment très froid. C'est du moins 20 tout le temps. On a déjà organisé des voyages en Sibérie. Moi, j'ai accompagné des voyages en 2019, avant la Russie, hein, enfin, avant l'Union soviétique de nos jours, hein, si je puis dire, et avant le Covid. On a quand même eu un matin, moins 62,5. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui nous effraie. Mais néanmoins, il fait tout le temps froid. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que la faune est difficilement visible. Autant elle est bien visible en bord de route ou en bord de côte, autant en hiver elle est moins visible. Globalement, les baleines sont au sud. Globalement, les animaux sont dans le bush, à l'abri. C'est moins intéressant. Mais je comprends tout à fait qu'on soit passionné par l'Alaska en hiver et on vous donnera volontiers les adresses de nos amis, entre guillemets, de nos opérateurs en Alaska. Voilà, alors. Je me permets aussi de rajouter. Oui. Je me permets de rajouter à
à ce que tu disais, Christian, il faut aussi penser à conditions de navigation. C'est vrai que notre voyage est quand même si ce n'est pas 100% de croisière, il est quand même temporisé de croisière. Et autant, comme dit Christian, voyager dans un endroit très très froid mais sec, sans vent, enfin, par exemple, lac Baïkal ou la Sibérie, comme tu dis, Christian, c'est une chose. Après, partir en mer, dans le golfe, même si c'est pas au large du golfe d'Alaska, mais partir dans quand même Seward en hiver, c'est un petit peu osé, on va dire. Oui. Voilà, c'est aussi les conditions de navigation qui comptent. Je vois une question au passage. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'annulation du vol en hydravion? On visite Anchorage. Les musées. Anchorage est la plus grande ville du pays. C'est pas la capitale, encore une fois, mais c'est la plus grande ville du pays. C'est plein de musées. Ça va du musée du tremblement de terre, parce qu'il y a eu un tremblement de terre terrible là-bas, en passant par le muséum d'histoire naturelle. On restera à ce moment-là à Anchorage. Voilà, je vois aussi. Tout le monde ne prend pas le vol non plus pour Katmai. Donc, pour les personnes qui ne prennent pas le vol, il y a une journée encore. Je vois aussi des questions sur la durée du voyage. Donc, c'est un voyage en 2024, en tout cas de 13 ou 14 jours. Alors, on a deux dates ici, du 28 au 9 septembre et du 28 au 10 septembre. Il y a une erreur. Mais cette deuxième date qui est presque pleine, voilà, il reste un petit peu de place sur la date du 28 au 9 septembre. Donc, vous retrouvez ce voyage dans notre catalogue arctique. Le catalogue arctique 2025 va arriver prochainement dans vos boîtes aux lettres pour retrouver donc tous nos circuits et croisières en Arctique pour l'année prochaine. Je crois qu'on a fait... Il est aussi dans le catalogue Découverte 2024. Oui. Il est aussi dans le catalogue à la fin 2024. Exactement. À la fin. En tout cas, sachez qu'on va faire de plus en plus de voyages. On va faire de plus en plus de voyages en Alaska. C'est lié à deux choses. D'abord, l'intérêt. Autrefois, l'Alaska était cher, il est toujours cher, parce que le dollar est cher et le pays est cher. Mais l'intérêt de l'Alaska, c'est un voyage très, très varié. On sait que derrière, on a des bons hôtels, on a des bonnes voitures. Ensuite, la météo, on voit, évidemment. Et d'un autre côté, encore une fois, on est malheureusement, pour parler grands mots géopolitiques, obligé de nous orienter de plus en plus vers l'ouest pour les voyages, en tirant un trait sur la Russie. Et donc, on va développer nos voyages en Alaska. Et c'est pour ça que cette année, il y a 2 voyages différents, un petit peu différents. Et l'an prochain, il y aura 3 ou 4 voyages différents en Alaska. Eh bien, merci à tous les deux. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Alors, évidemment, je vois une autre question sur la rediffusion. Ce webinaire, cette conférence sera disponible en replay. Vous allez recevoir à la fin de cet événement un lien vers le replay de cette conférence et il sera également mis en ligne dès demain sur notre chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Ainsi que tous nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et belles photos que nous vous présentons sur nos webinaires, mais d'autres encore. On peut finir cette présentation par un tout petit film d'1 minute pour vous montrer encore une fois ces merveilleux paysages de l'Alaska. Et puis, pour notre part, nous vous retrouvons pour un nouveau webinaire dès la semaine prochaine, jeudi prochain à 17h. Nous partirons cette fois-ci vers l'Indonésie. Voilà, on se quitte sur ce petit film d'1 minute. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Encore merci à nos intervenants et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
Très belle soirée à tous. Au revoir. Merci.